Donc ce soir, c'est la littérature qui est en scène. Je remercie Guy d'ailleurs d'avoir accepté de poursuivre ces lectures qu'on avait entamées au mois de février 2020, donc un petit peu plus d'un an. On était à ce moment-là à Saint-Anastase. Là, les conditions, vous voyez bien, sont un peu différentes, mais bon, on va faire avec, on s'est préparé. Il va y avoir donc une sélection de nouveaux auteurs qui va nous permettre de renforcer notre connaissance d'Odessa. Ce deuxième volet sera suivi, j'en suis sûre, d'autres escapades littéraires. J'ai réfléchi aujourd'hui à faire un épisode 3 de la série Les lectures odessites par le comédien Guy Acide. Parce qu'Odessa a inspiré effectivement de nombreuses plumes, mais on n'est pas au bout de notre thème. Donc, Guy est le maître d'œuvre de cette soirée. Il présentera lui-même les auteurs pour éviter qu'il y ait à chaque fois des coupures et que le charme des lectures soit rompu. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Guy commencer. Merci Guy à toi et puis merci à tous d'être là fidèlement, comme d'habitude. Voilà. Bien. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Ceci étant, avant de commencer ces lectures, je tiens à remercier vivement les amis d'Odessa et sa présidente Isabelle Nemirovski de m'avoir pour la seconde fois donné le plaisir de le faire devant vous. Sur un thème que j'ai intitulé Odessa, mythe et réalité dans le roman, j'ai sélectionné un peu au hasard, il est vrai, 5 ouvrages qui sont par ordre de lecture. Premièrement, Le tramway d'Osier de Nella Bielski. Ensuite, Le côté d'Odessa de Bruno Racine. En troisième position, Les couleurs d'Odessa d'Anne Loesch. New Odessa de Nancy Marcan et d'Anne-Marie de la Chapelle. Et enfin, le synopsis du film Odessa, Odessa de Michale Boganim. Je débuterai par la phrase d'introduction de ce dernier synopsis. Il existe une ville au nord de la mer Noire qui porte le nom d'Odessa. Va savoir pourquoi. Ce nom semble surgir d'un conte dont les phrases inlassablement répétées par quelques grands-mères résonnent encore aux oreilles des adultes. Il était une fois, il y a très longtemps. De Nella Bielski, Le tramway d'Osier. C'est à Odessa, dans les années 1910. Jeanne ne sera pas danseuse. Jeanne, à 18 ans, deviendra la première grande vedette du cinéma russe à sa naissance, parce qu'elle était faite pour ça, parce qu'elle forçait la vision, parce qu'en toute chose, elle était exceptionnelle, surprenante. C'était à Odessa, à Saint-Pétersbourg, dans les années 1910, y compris 1914 et 1917. Mais l'histoire de Jeanne ne fait que commencer. Elle ira plus loin, très loin, jusqu'en Amérique, en passant par la France, à travers cette époque tumultueuse et magnifique que fut l'entre-deux-guerres. Jeanne, Jeanne, tombée par terre, elle ne répondait plus à personne. La dame au piano se levait, faisant tomber le cahier de notes. Jeanne, mon enfant, qu'avez-vous? Où avez-vous mal? Xenia Petrovna, appelez quelqu'un, faites quelque chose. Dieu, elle est toute blanche. Le vieux professeur, traversant la salle de danse, courut vers Jeanne. À 18 ans, dans ce métier, lorsque le cœur flanche, on ne peut plus rien. Jeanne ne sera pas danseuse, l'immense danseuse qu'il prédisait. Déjà, il appréhendait le moment où il faudra le lui dire. Et il y avait aussi la mère de Jeanne. Il fallait la prévenir, lui parler immédiatement. Il la connaissait depuis pas mal d'années, du temps où elle était tout à fait jeune encore. Une Française jolie, gouvernante dans une famille de Pétersbourg, la famille du régisseur du théâtre Mariinsky, dont il était un habitué. Il avait remarqué son courage et sa gaieté. Puis, il a perdu de vue et ne la retrouva que des années plus tard à Odessa, quand elle vint le voir à l'opéra, disant qu'elle avait une fille et qu'elle voulait lui faire faire de la danse. Dans son ruse parfait, il surprit une petite pointe d'accent d'Odessa, ce qui peut-être dénotait qu'elle vivait ici depuis assez longtemps. De quoi vivait-elle et qui était le père de Jeanne? Elle ne le dit pas. Elle habitait rue Richelieu dans un appartement situé juste au-dessus de la crèmerie Naples. Installée à Odessa, elle entra au service d'une compagnie de flotte marchande exploitant la ligne de Marseille. Elle s'occupait d'un bulletin que la compagnie éditait en français. Sa beauté enjambait l'âge, son humeur restait égale, tout au moins en apparence.
Elle fut reçue dans le bon milieu d'Odessa, celui des professeurs, avocats, médecins. Il accepta Jeanne dans sa classe et prit l'habitude de se rendre pour le thé chez la mère et la fille, qui grandissaient et manifestaient des dons exceptionnels. Le cabriolet, attelé de 2 trotteurs d'Oriol, emportait vite Jeanne, revenue à elle vers la datcha, située au bord de la mer, où elle allait prendre quelques semaines de repos prescrites par le médecin. Il fallait rouler ainsi une dizaine de minutes pour arriver devant le portail de la maison, récemment construite en pierre poreuse, comme la plupart des bâtiments d'Odessa et de ses alentours. Pierre niellée de coquilles fossiles, à prédominance blanche, teintée de rose. De forme très simple, juste une enfilade de 5 pièces, dont les fenêtres et les portes encadrées de colonnes de bois donnaient sur une terrasse à peine surélevée. La maison, chaque année à Pâques, était passée à la chaux. On le voyait de loin, du commencement du boulevard Nicolas qui surplombait la mer vers le port, l'immeuble le plus illuminé d'Odessa, le plus couru aussi. Tout ce qui comptait du monde, de la finance, de l'élite, les officiers au grade retentissant, russes ou étrangers, venaient là passer leur soirée. Public soigneusement trié à l'entrée par des bideurs aussi effacés qu'imposants, cuisine d'un raffinement extrême, célèbre orchestre. C'était une sorte de club. Les repas étaient servis à partir de 10 heures. L'orchestre venait occuper l'estrade 1 heure plus tard. On y dansait. La grande salle de l'Hôtel de Londres était la moitié de l'opéra. Il y avait des loges particulières, tapissées de velours couleur tête de nègre, et les tables au milieu de la salle étaient agréablement espacées. Assiettes de faïence anglaise, verres de baccarat, argenterie de Varsovie, bouquets de roses en toute saison, obligatoirement blanches, gigantesques tapis pastel sur le sol de marbre. Le chef cuisinier était français, comme le vin. La grande arrivée commençait vers minuit pour l'entrée en scène de Nastia Polyakova, le chouchou de la ville. L'hôtel de Londres n'était que l'un des nombreux endroits où elle se produisait. Au Londres, on la payait cher, très cher même, ce qui l'intéressait beaucoup. Elle savait que sa carrière n'allait pas durer très longtemps. Lorsqu'elle ouvrait le journal et ne trouvait rien sur elle, elle se fâchait, boudait toute la journée, comme une chiette à qui on a oublié de dire qu'elle est si jolie, si sage. On pouvait imprimer n'importe quoi sur Nastia Polyakova. Les mensonges les plus fantastiques, des inepties pures, peu importe, pourvu qu'on en parle. Elle dévorait les chroniques qui épluchaient ses conquêtes, comme elle aurait lu des romans. J'attends un enfant du consul de France. Bonne idée. Le gouverneur de Kiev est sur le point d'abandonner sa carrière, sa femme blonde et ses chérubins pour un seul de mes regards. Quelle chance. Je ne l'ai jamais vue. Ce qu'on écrivait sur elle et Isaac lui plaisait infiniment moins. C'était la vérité. La vérité n'était pas le penchant de la voix d'Odessa, encore moins celui des autres journaux. Dasha, en bonne citoyenne de sa ville, n'était nullement troublée par le voisinage des détails sur sa vie, avec les faits divers les plus scandaleux. Sniegiriev, le directeur de l'Institut des sourds-muettes, dépucelait méthodiquement ses pensionnaires. Le reste à l'avenant. Dasha prenait souvent son inspiration dans la rubrique des scandales. Quant aux chroniqueurs politiques d'Odessa, ils suivaient les sentiers tracés, ne s'embarrassant jamais de chaînons inutiles. Tout était la faute des Juifs. Ils veillaient seulement à ce qu'aucun nom propre n'apparaisse sur les pages. Cela aurait créé des complications inutiles. L'abstraction était de rigueur, ainsi que la monotonie. Pour la rompre, Dasha avait réécrit une fois l'éditorial à sa manière, sur un air de tango, en transposant la situation 2000 ans en arrière. Elle était forte en histoire simple. Personne n'avait applaudi. Il ne fallait pas demander au public cet effort d'imagination. Depuis, elle s'exerçait sur des sujets plus accessibles. Il y a cette assurance scientifique, souligne toujours Isaac, que ce mot à la bouche, scientifique, scientifique. Oui, il y a l'assurance scientifique que tout cela. Et Dasha montrait le groupe de messieurs et de dames devant l'hôtel de Londres, les équipages, quelques automobiles garés le long du trottoir, les portiers empressés. Tout cela va valser, va sauter, et dans un avenir très proche. Au bout de cette guerre, Isaac ne voit qu'un grand boum. Sauter? À la bombe? Demanda Jeanne. Mais non, je parle au figuré. L'Empire russe est pourri, rien ne va plus. Personne ne veut de cette guerre. Tout va changer. Et le pouvoir pour commencer. Ni pauvre, ni riche, tout le monde égal. Mais alors, ce serait une république comme en France?
La France, c'est une république. Ces gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien. Les amis d'Isaac ne veulent pas des riches au pouvoir. Ils se nomment rois ou même Rothschild. Non, ils ne veulent pas de ces républiques. Ça, j'ai bien compris. Il s'agit d'en finir avec le capital, pour toujours. Tu vois, on revient bien à la bombe, dit Jeanne. Personne ne voudra se défaire de son capital sans qu'on l'y oblige. Et si on le fait, si on les oblige, ça nous donne une révolution. C'est ça qu'il prépare, Isaac? Ah, tu tiens ta bombe, dit Dacha en riant. Mais Isaac n'est qu'une petite vis, comme il dit dans cette histoire. J'ai vu quelques personnes à qui Isaac a affaire. Je ne pouvais pas croire qu'ils soient si nombreux. Je me demande d'où ils viennent. On dirait les gens d'une autre planète. Quand on songe à cette Russie de demi-ton, de demi-ombre, à ces êtres doux, fragiles, ces chercheurs de réponses, hésitants, à cette Russie de Tchekhov, quoi. Et pourquoi Tchekhov? Toi-même, par exemple? Ou Isaac, pour ne pas aller plus loin? Ah non, non. Si tu voyais ces annonciateurs d'Apocalypse, la sûreté même, les regards d'acier. Ils ne demandent pas d'argent à Isaac. Ils présentent carrément les notes. 10 000 roubles pour la cause du peuple, 20 000 roubles pour les prisonniers, 5 000 pour les camarades en immigration. C'est comme ça, ce période d'achat. Et les armes, alors. Il nous faut 75 fusils 30-30. J'ai tout de même demandé pourquoi pas 76. Si tu avais vu le regard que m'a jeté l'un de ces hommes d'affaires. Ouais, ça fait beaucoup d'argent, dit Jeanne. Isaac est-il si riche que ça? Ça coule, ça va, ça vient. Il a une fabrique de tabac, hein, la marque Sœur. Tu vois ces boîtes longues et vertes, avec la tête à moustache et le haut de forme. Ça marche bien. Il en exporte un peu partout. Il a des clients même en Amérique. Et puis, il possède une agence d'import-export parfaitement légale. Une bonne couverture pour la contrebande. Le plus gros vient de la contrebande, précisément. Il n'est pas seul dans cette affaire. Tout un petit monde se greffe là-dessus. Et c'est là qu'il doit être dur pour que la compagnie tienne, pour que tout le monde profite. Isaac est obligé parfois d'en supprimer quelques-uns. Pas lui vraiment, il y a des gars qui s'en chargent. Les Bidzuznik sont avec lui. Et les marins l'aiment bien. Ce sont les gens de Moldavanka, la famille, quoi. Là, tout va bien. Ma contrebande, ce n'est pas grave. Depuis qu'Odessa existe, c'est la normale. Seulement, le personnage que lui avait amené le Catalan, les armes et le tout team avec Apocalypse, ça c'est embêtant. Ça m'inquiète. À vrai dire, j'ai peur parfois pour Isaac. La police n'aime pas ça, même ici, à Odessa, où nous avons presque comme une république. Et je ne parle pas des grosses légumes du Nord, de tous ces flics qu'on envoie sur les traces des visiteurs d'Isaac. Enfin, je me berce de l'idée qu'il faut quand même avoir beaucoup d'imagination pour aboutir à Moldavanka. Tu crois? Ce n'est pas très sérieux tout ça, non? Si, c'est sérieux, dit Dacha. Un Picasso étrange, copie d'une œuvre célèbre d'Ingres, volée par les nazis chez un grand collectionneur juif à Paris. Un affairiste ukrainien qui cherche à le négocier à Odessa. Une héritière orpheline de la mémoire. Un historien d'art impliqué dans cette intrigue qui le conduit à enquêter sur l'identité cachée de sa famille maternelle, partie d'Odessa à l'époque des pogroms. La recherche du passé peut-elle unir des êtres que tout paraît séparer? D'une demeure en Toscane au cimetière juif de Livourne, de l'Odessa cosmopolite et baroque à New York, éternel refuge des émigrés, les jeux de l'amour et du hasard entraînent les personnages à la découverte d'eux-mêmes. Mais sait-on jamais qui nous sommes? En l'absence de vol direct, vous faites escale à Kiev, où il faut changer d'aéroport. Les lignes intérieures sont desservies par ce morne complexe en béton qui évoque davantage une gare de ville moyenne, aujourd'hui englobée dans la périphérie et ses habitations sinistres, héritées de l'ère soviétique. 2 heures d'attente pour la correspondance. Mais le petit restaurant, aménagé dans une annexe, a le bon esprit de proposer du chocolat et un gâteau au fromage blanc. Les étrangers ne doivent pas s'y presser en ce début décembre. Et la serveuse, une blonde assez forte, en costume ukrainien, fait de son mieux pour se montrer hospitalière, dans un allemand incertain. Vous n'êtes pas plus de 20 passagers en direction d'Odessa. La nuit est déjà tombée et il n'y aura pas d'autres vols. Les contrôles sont effectués à la bonne franquette. Les valises entassées dans un coin avant d'être chargées à bord par un personnel distrait.
De toute évidence, on n'est pas obsédé par la sécurité. La salle d'attente est à peine éclairée, guère mieux chauffée. Une vraie chambre froide. L'avion est un modèle russe à hélice. Pas de la toute première jeunesse, semble-t-il. Rustique, mais fiable, pensez-vous, pour dissiper l'appréhension. La température de la cabine est identique à celle qui régnait dans l'aérogare, glaciale. Question d'acclimatation, sans doute. Mais dès que les moteurs se mettent en marche, un flot d'air à 40 degrés se déverse le long du hublot, aussi puissant qu'un sèche-cheveux, vous forçant à prendre le siège voisin côté couloir, restez vide au décollage. En vous penchant sur la droite, vous parvenez quand même à entrevoir les zones habitées que l'avion survole pendant la petite heure du voyage. Elles vous paraissent bien clairsemées ou alors très chichement éclairées, impression qui se confirme à haut dessein. L'aéroport, toutes lumières éteintes, semble déjà fermé. Les passagers, dès la descente d'avion, se dirigent tout droit vers la sortie, sans traverser le modeste bâtiment qui devrait faire office de terminal. Le gardien de nuit sort de sa guérite, mégot au coin des lèvres, pour ouvrir la grille derrière laquelle patiente un maigre public. Deux autres employés surgissent de l'obscurité, sur un chariot poussif, déposent les bagages sans façon au milieu de tout ce beau monde et s'empressent de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Le chauffeur du taxi réservé depuis Paris vous attend, avec une pancarte sur laquelle vous déchiffrez votre nom en cyrillique. Oh, pas de problème, vous êtes le seul étranger. Il vous aurait identifié de toute façon. Il ne parle pas un mot d'anglais et vos connaissances en russe ne permettent qu'un échange très limité pendant le trajet. Vous traversez une vaste banlieue d'où émergent quelques barres de logement parmi de larges étendues de verdure. Rien de bien joyeux, semble-t-il, mais pas aussi déprimant que tant d'autres cités de l'ancienne Union soviétique. L'héritage le plus visible de cette époque, qui doit compter pas mal de nostalgiques dans cette ville de culture entièrement russe, étant la largeur démesurée du long boulevard rectiligne que devaient emprunter les limousines des cortèges officiels. Très vite apparaît la ville ancienne, avec ses maisons basses et ses avenues bordées d'arbres qui se coupent à angle droit. Les réverbères répandent une lumière si rare que vous distinguez mal les détails, comme si la ville, après la guerre civile entre rouge et blanc, avec en prime une brève occupation par l'armée française, le ciel de 1941 et les atrocités de l'occupation nazie, ne pouvaient échapper au couvre-feu. Ici et là, quelques vitrines éclatantes aux mannequins provoquants. Ah oui, l'Ukraine est entrée dans la société de consommation. Mais il n'y en a sûrement pas pour tout le monde. Il est près de 9 heures du soir lorsque vous arrivez enfin à l'hôtel, un ancien palace des années 1880 qui vient d'être modernisé de fond en comble. Le grand escalier théâtral, s'il en est, avec ses rampes contournées et ses stucs repeints en faux marbre, n'a rien de clinquant, pas plus que les longs couloirs menant aux chambres, où pendent des peintures à l'huile des années 20 ou 30, voire plus anciennes, presque uniquement des marines et des paysages. Vous avez cependant le sentiment d'être le seul client. À part les hôtesses de la réception et le portier en uniforme, l'établissement semble étrangement vide. La salle à manger, immense, ressemble à un décor en attente de lever de rideau. Au fond, à demi dissimulée par une tenture de velours rouge, une scène que s'apprête à occuper d'improbables musiciens. Le maître d'hôtel et son assistant, sans doute encore élève à l'école hôtelière, sortent des coulisses pendant que vous hésitez à choisir une table plutôt qu'une autre. À leur surprise, vous ne commandez qu'une assiette de borsch et un verre de vin rouge de Crimée, sans plat de résistance ni pâtisserie. La gastronomie viendra plus tard, lorsque vous n'aurez pas le sentiment d'être une curiosité dont on épie le geste. Vous regagnez rapidement la chambre, très spacieuse, qui a l'avantage de donner sur la cour intérieure. Avec ses copies de statues antiques et la forme en arcade des fenêtres, celle-ci a un petit air florentin qui n'est pas pour vous déplaire. Pas étonnant d'ailleurs, si l'on songe à la multitude d'architectes et de décorateurs italiens qui sévissaient dans l'ancienne Russie. Le calme est absolu. Inutile de regretter le luxe des suites donnant sur la mer. En passant devant leur porte close, vous avez noté les noms des célébrités qui se sont succédés depuis l'origine, comme si les bouleversements de l'histoire restaient sans effet sur le prestige de la maison. Isadora Duncan semble avoir marqué les mémoires, tout comme les grands noms du communisme international, Romain Rolland, Aragon et Elsa Triolet.
sans parler des Orson Welles et autres Bergman, venus peut-être en pèlerinage sur les lieux où Eisenstein avait dû prendre ses quartiers pendant le tournage du mythique Potemkin. Au matin, le temps est gris, maussade, mais beaucoup plus doux qu'à Kiev. Devant l'hôtel, les platanes perdent leurs dernières feuilles. La mer Noire, en contrebas, reste enveloppée de brume. Le célèbre escalier n'est qu'à 200 mètres à gauche. Tout au long de la promenade, de rares jeunes femmes, assises sur des bancs, surveillent leurs gamins. Elles vous détaillent au passage, sans doute à cause de votre habillement qui tranche autant sur l'habituel garde-robe post-soviétique, blouson de faux cuir, chaussures à semelles plastiques, que sur le tape à l'œil des nouveaux riches. La statue du duc de Richelieu, vêtue en empereur romain et couronnée de lauriers, trône au sommet des marches. La sculpture a été érigée peu après son retour en France, comme premier ministre de Louis XVIII, aux frais des habitants d'Odessa, qui n'ont jamais oublié son sens de la justice, l'élégante simplicité de ses manières et l'austérité quasi monacale de son mode de vie. Les Juifs, entre autres, se rappelaient avec émotion son absence de préjugés et même sa bienveillance déclarée à leur égard. Les proportions sont un peu mesquines par rapport à l'ampleur des perspectives, mais vous chassez aussitôt cette mauvaise pensée. Engagé dans l'armée du Tsar, il se couvre de gloire contre les Turcs. Resté en Turquie pendant la Révolution et l'Empire, il revient à Paris après 25 ans d'exil. L'homme de France qui connaît le mieux la Crimée, bave Talleyrand, dépité de perdre le Marocain des affaires étrangères au profit d'un homme d'origine aussi distinguée que la sienne, encore très séduisant, et par-dessus le marché, indécrotablement vertueux. C'est seulement maintenant que vous apercevez, dans la perspective des marches tressées sur la jetée où avait dû aborder le Potemkin, l'immonde hôtel construit depuis l'indépendance de l'Ukraine. L'escalier lui-même vous déçoit quelque peu, tant la restauration effectuée sous Staline, sans doute, après les ravages de la guerre, a prodigué les pelletés de ciment gris, tels des verrues, sur le calcaire blond des parapets. De part et d'autre, le long de la pente qui conduit au quai, un vaste parc, qui fut sans doute une promenade élégante et animée, et livré à l'abandon. Le funiculaire qui permettait d'échapper à la fatigue de la montée est depuis longtemps hors d'usage. Mais on n'a pas jugé nécessaire de découper sa carcasse rouillée. D'anciens kiosques en fer ou en pierre, couverts de graffitis, évoquent avec peine dans leur délabrement les orphéons de jadis. Au milieu de ce désert, sur une aire cimentée, un groupe de jeunes gens soumet des chiens à d'inquiétants exercices de dressage. Une voiture de police, garée à l'écart sous les arbres, monte la garde, sans vous rassurer. Vous préférez regagner le cours principal jusqu'à un palais décrépit dessiné à l'imitation d'une villa palladienne. Les balustrades de fer forgé qui l'entourent ont été en partie arrachées. Une palissade de chantier barre l'entrée. On vous dira plus tard que le président de la République sortant souhaite en faire sa résidence à l'expiration de son mandat. Bon, pourquoi pas? Les inscriptions en caractères arabes rappellent que le fondateur, le comte Vorontsov, premier gouverneur russe d'Odessa, après les émigrés français Richelieu et Langeron, s'était distingué contre les Ottomans. À l'extérieur, un puits en marbre de Carrare, Familia Urbi et Orbi, porte bizarrement la marche. Curieux que le tout n'ait pas été démonté par des revendeurs. Du côté de la mer, on a osé couler 3 colonnes néoclassiques en béton blanchi. De ce portique médiocre, la vue est cependant magnifique. Elle embrasse le port, ses grues, ses entrepôts et une grande longueur de côte. C'est là que les amoureux ou les jeunes mariés se font désormais photographier. Quelques pas plus loin, un ravin coupe la ville en deux. Une passerelle métallique enjambe l'obstacle et conduit à l'ancienne demeure des comtes Potocki, l'une de ces grandes familles que Richelieu avait su attirer dans ce lieu qui, 30 ans auparavant, se réduisait à un misérable village de pêcheurs. Anastasia aurait préféré vous mener à la maison de Pouchkine, mais vous insistez pour qu'elle vous conduise aux archives. À l'angle d'un boulevard qui a retrouvé son nom aristocratique d'avant la Révolution, Anastasia vous désigne un édifice à pignon recouvert d'un triste crépi gris. On dirait une église désaffectée. Aucun symbole religieux pourtant, ni sur la façade, ni sur la grille de clôture. C'est une ancienne synagogue, précise Anastasia. Ah, vous vous souvenez en effet d'en avoir lu l'histoire quelque part. La synagogue Brodsky, l'une des plus florissantes de la ville, fondée par des juifs raffinés
venus d'Autriche et de Hongrie, pleins de condescendance pour leurs co-révolutionnaires pouilleux des ghettos. À l'intérieur, l'escalier de fonte vient d'être repeint, dans une couleur framboise inattendue. À l'étage, un couloir qui semble ne pas avoir été rafraîchi depuis des décennies conduit au bureau du responsable de l'état civil. L'espace est exigu. 2 autres employés y travaillent et se retirent dès qu'ils vous aperçoivent. Un hôte étranger est encore ici un personnage important. L'accueil est chaleureux, plein de bonne volonté en tout cas. Vous écrivez sur un bout de papier le nom de votre grand-mère et sa date de naissance. Peut-être sera-t-il possible d'obtenir de nouveaux renseignements. Le nom complet de ses parents, par exemple. Ou mieux encore, son adresse. Le conservateur insiste pour que vous lui fournissiez le maximum de détails, le quartier où elle serait née surtout, pour faciliter la recherche. Et bien sûr, la religion, puisque l'état civil se bornait à enregistrer les déclarations des différents clergés. Vous excluez les catholiques et les luthériens au profit des orthodoxes. Ce sera long, dit l'homme. Il y avait plusieurs dizaines de paroisses et nous ne savons pas laquelle est la bonne. Ce serait plus simple si elle avait été juive. Justement, dites-vous, on ne sait jamais. Regardez donc aussi les registres des synagogues, à commencer par celle où vous vous trouvez en ce moment même. Le conservateur ne paraît pas surpris de la demande. Jette un bref coup d'œil dans votre direction, peut-être à l'affût de quelques signes physiques susceptibles d'étayer l'hypothèse hébraïque. Sauf coup de chance, le travail prendra plusieurs années, dit-il. Vous en payez d'avance le prix, très raisonnable pour un occidental. Anastasia se chargera de vous faire parvenir les résultats. Le seul moyen de vous empêcher de ressasser serait de surfer sur la toile. Qui sait, vous y glanerez peut-être de nouveaux indices sur vos grands-parents. Par chance, en plus de l'ordinateur, vous disposez d'une imprimante dans votre chambre. Attention surprenante, car vous n'avez rien demandé. Peut-être un oubli de la direction après le départ d'un hôte plus exigeant. Vous avez épuisé la réserve de papier de l'imprimante, peu fournie au demeurant. Mais à la lecture de ces quelques pages, tout s'éclaire. La volonté de minimiser les faits, la subtile dégradation des versions officielles, les omissions délibérées, les habiles retouches successives, insinuent au passage que les victimes sont largement responsables de leur propre malheur, promettent des enquêtes que l'opinion internationale, prompte à s'enflammer, aura oublié avant que les conclusions n'en soient connues. Toute ressemblance avec des événements contemporains serait pure coïncidence. Ce qui vous frappe, c'est l'inanité du prétexte d'un tel déchaînement. La presse évoque des accusations de crimes rituels lancés contre les Juifs. Les paysans y croyaient encore à la veille de la Grande Guerre, et même au-delà, alors que le véritable détonateur était l'assassinat de l'empereur commis à Saint-Pétersbourg par des révolutionnaires non identifiés, et certainement pas tous juifs. Quelques décennies plus tôt, l'exécution du patriarche de Constantinople par les Turcs, sa tête était restée exposée plusieurs jours au sommet d'une colonne, avait déclenché une fureur identique. La rumeur rendait les Juifs complices de ce crime d'État. Mais le pogrom perpétré par les Grecs d'Odessa et rapidement réprimé par les autorités n'avait pas fait tache d'huile. Rien de tel en 1881, où l'incendie se propage dans toute la région comme à la suite d'un mot d'ordre et frappe Odessa, puis, avec quelques mois de retard, Balta. Dans le grand port du Sud, la violence porte un coup fatal à l'optimisme de ces familles qui avaient opté pour la russification, l'abandon du yiddish et, dans de nombreux cas, le détachement de la religion ancestrale. Le comportement suspect des autorités, leur manque de zèle face aux agresseurs, le refus de nombreux Russes de protéger des collègues de travail, laissèrent abasourdis tous ceux qui, parmi les Juifs, voulaient croire à l'affaiblissement des préjugés antisémites dans l'élite du pays. Vos grands-parents sont nés 4 ans après ce choc, en même temps que se déclenchait la première vague d'émigration massive vers l'Amérique, 1885-1905. Leur jeunesse est glissée entre 2 flambées de haine comme par effraction. Chance ou source d'illusion, difficile de prendre parti. Annoncé en 1903 par celui de Kishinev, aujourd'hui capitale de la Moldavie, 3 jours de violence ininterrompue qui indignèrent l'opinion européenne. En Russie même, le père de Nabokov devait tomber en disgrâce à Saint-Pétersbourg, après avoir écrit un article retentissant dans lequel il dénonçait la passivité ou la complicité de la police. Le pogrom d'octobre 1905 fut le pire de tous. Les couleurs d'Odessa. Dan Loche. À Odessa, au début de ce siècle, les canons du cuirassé Potemkin annoncent la révolution en bombardant la ville. Les blancs et les rouges règlent leur compte.
Les bien-pensants déclenchent des pogroms dans le quartier juif où habite la famille Levson. C'est ainsi que le jeune Julius découvre la vie et sa vocation de peintre dans un monde qui bascule, une société au bord du gouffre. Quand on s'appelle Levson, Julius a connu toute son existence le poids d'un nom, méprisé, puis célèbre. Et lorsqu'il reviendra 50 ans plus tard dans la ville de son enfance, il ne retrouvera plus les couleurs d'Odessa qui ont nourri ses tableaux et sa vie. Vestige d'un passé fabuleux, image d'un bonheur impossible. De l'agonie d'Odessa au trafic de la collaboration, des ballets russes de Diaghilev aux galeries de peinture parisiennes, c'est toute une société qui revit sous nos yeux, ressuscitée dans une langue vigoureuse et caustique. Un héros de notre temps qui ne ressemble à personne. Eh bien, ce taxi, je l'ai demandé, monsieur, il n'est pas venu, marmonna l'employé. Ils retournèrent au restaurant. Il était fermé d'une grille. Pas même une tasse de thé, s'exclamait Julius avec de grands gestes cocasses. Ils regagnaient leur chambre, découragés, lorsque la femme d'étage leur signala un bar au rez-de-chaussée, où l'on devait payer en devise. Ils s'y précipitèrent. Devant un jus d'orange corsé de vodka et un zeste de jambon entre deux lamelles de pain, Julius évoqua avec volubilité les hors-d'œuvre de jadis. Caviar frais, glauque et léger, caviar de conserve, pressé en briques, cèpes marinés, radis noirs, salade de concombre, raisins au vinaigre et au sucre, harengs enrobés de carottes et d'oignons, esturgeons fumés, tomates farcies, baliques, cochons de lait au réfort, saumon fumé, saumon froid, pâté de choux, des flacons de vodka blanche, de vodka au poivre et de vodka à la sorbe, des fioles d'eau-de-vie aux groseilles, aux framboises et aux cassis, du vin blanc de Crimée, du vin rosé, du coca, du vin français. Cela sentait le poisson, la marinade, le fenouil. Les domestiques glissaient entre les convives. Si vous voulez bien régler, monsieur, on ferme. Il est 10 heures. Ici habitait la comtesse Potocka, le plus bel équipage de la ville, 4 chevaux noirs. Livré vert émeraude à galon vermeil. Ici, la comtesse Branica. Imaginez les attelages passant sous ce porche gothique. Le matin, les livreurs. Le soir, les visites. Ici, le comte Séverine Potocki, d'origine polonaise, comme tous ces nobles ukrainiens. Pas de russe chez nous, presque pas. Ici, le général comte Witt. Ah, il fallait le voir en uniforme. Pantalon bouffant et ceinturon d'argent. En face vivait sa maîtresse, la comtesse Sobanska, nièce de Madame Manska. Vous savez bien, la fiancée de Balzac. Et là, c'était l'amiral Craig. La tête renversée, Julius laissait fondre dans sa bouche ces noms comme des bonbons. Il avait ordonné au chauffeur de remonter lentement la rue Pouchkine. Les hôtels particuliers se succédaient, écrasés sous la voûte flamboyante des acasias en fleurs. Arrêtez, cria-t-il soudain. La Volga se rangea contre le trottoir, face à un escalier en fer à cheval, d'une seule volée. Le perron était encadré de canéphores au sourire accueillant. Georges Andreevitch Choudovski. Ah, je le revois saluant ses hôtes, grand portant beau, redingote, lavalière, une marguerite à la boutonnière. Derrière lui, sa femme, Sofia Ivanovna, et sa fille. Derrière lui, Elsa. Non, Elsa ne m'a pas frappé. J'ai été trop ébloui par l'assemblée répandue dans les salons illuminés. Je reconnaissais des ministres avec leurs petites moustaches soigneusement collées, leurs dos barrés de rubans, leurs pantalons à sous-pieds, blancs à bandes d'or, leurs souliers vernis. Les dignitaires étincelaient d'or et d'argent, bottes mirobotantes, cartouchières, aiguillettes, dragonnes, sabres, éperons, dolmans, décorations. Ah, même lorsqu'ils se tenaient immobiles, on entendait carillonner leurs médailles. J'éclatais de vanité à me mélanger à ces demi-dieux. La jeune femme qui leur servait de guide signala d'une voix fluette le musée d'art occidental dont la gloire était un Caravage récemment découvert, puis la maison de Pouchkine, l'hôtel Krasnaïa. Julius acquiesçait avec indifférence. Il sursauta quand elle parla de philharmonie devant la bourse du commerce, haussa les épaules. Rien n'avait changé, n'était-ce pas l'essentiel? Ces façades percées de portes palladiennes, ces bossages mordorés, ces oriels alourdis de feuilles grimpantes imposaient le passé. Un sentiment de revanche le souleva. Sur le temps et les barbares, ces rouges qui piétinaient places et avenues sans en soupçonner la grâce. Prenez la rue de Ribas, dit-il. C'est la rue la plus commerçante de la ville, commenta la guide la plus... Je sais. Julius fixa longuement une austère bâtisse, le lycée Richelieu. Il revoyait ses élèves en uniforme,
pantalon long, vareuse à col montant, et la casquette, enviable casquette bleue, ornée d'un vaste écusson. Elle leur écrasait les oreilles qui pointaient en angle de cruche. C'est ici que vous avez fait vos études demanda Michel, prêt à s'attendrir. Non, non. Ils longèrent un parc dont les grilles ployaient sous les grappes de lilas blanc et débouchèrent place de la cathédrale. Voici la place de l'armée soviétique, annonça le guide. Ah, bah, Julie pouffa de rire. Désignant le monument du comte Vorontsov, il plaisanta. Et voici le mausolée de Staline, sans doute. La jeune femme se mordit les lèvres. Il lui tardait d'en avoir fini avec ce client difficile. Pourtant, elle connaissait sa leçon et d'ordinaire, elle trouvait du plaisir à la réciter en français. Elle avait 25 ans, elle n'espérait pas visiter jamais l'Europe. Il faut être interprète à Moscou ou Leningrad pour obtenir une bourse et passer 2 ou 3 jours à Paris avec un groupe. Ah, Paris. Elle avait lu Balzac, Baudelaire et Boris Vian. Paris. Des chaussures, le Louvre, le Sacré-Cœur. Elle en rêvait comme Julius d'Odessa. Odessa, un grand port, avait-elle entamé tout de suite après les présentations. Un centre industriel important, 14 établissements d'enseignement supérieur, un institut agronomique, un institut de recherche médicale, un hôpital d'ophtalmologie. Ah oui, oui, Filatov, s'était écrié Julius. Faut-il que vous lui ayez fait un pont d'or pour parvenir à le garder? Nous sommes contemporains. Elle n'avait pas scié. Elle avait cité avec conscience l'observatoire astronomique, l'observatoire géophysique. Puis, elle avait insisté sur l'aspect thermal de Dessau. 60 maisons de cure, 15 maisons de repos. Vous les avez construites ou vous avez réquisitionné les villas abandonnées? Elle avait regardé ses pieds enchaînés. En tout cas, Odessa, il ne l'écoutait plus. Tout était là, sous ses yeux, toute sa nostalgie. Portique de colonnes doriques, fronton triangulaire, pilastres cannelés, chapiteaux corinthiens, tout, même ses médaillons et ses guirlandes de stuc, tout, mais rétréci, comme si cette harmonie avait été conçue à l'échelle d'un enfant. L'escalier me déçut cruellement. Il le trouva étroit, sans majesté. Dire que je le comparais jadis aux marches du Capitole. Quant à la statue d'Armand Emmanuel, duc de Richelieu, elle n'était pas de Michel-Ange. Il se sentait impitoyable, comme un amant trompé. Quand les cloches de l'hôtel de ville égrenèrent un petit air d'opérette, son agacement redoubla en reconnaissant l'hymne d'Odessa. Oh, ces Russes le faisaient exprès. Il éclata de rire. Non, non, les Russes n'y étaient pour rien. Charmant, s'exclama Michel. Julius lui saisit le bras avec gratitude. Et nous voilà devant l'opéra, qui a toujours joué un rôle important dans la vie des Odessites. La salle contient 1700 spectateurs. Les compositeurs Rimsky-Korsakov, Anton Rubinstein, Tchaïkovski et d'autres chefs de réputation mondiale ont dirigé l'orchestre. Le public applaudit ici la grande ballerine Anna Pavlova, la tragédienne Sarah Bernhardt, les chanteurs Chaliapin et Caruso. La Scala de Milan, la guerre, venait chaque année. Julius scandait la tirade avec des grognements et des coups de canne sur le pavé, mais il était ravi. Il n'avait pas touché à ce chef-d'œuvre de pâtisserie. Vaste rotonde à 2 niveaux, couronnée d'une balustrade, colonnes ioniques, pilastres colossaux. Le dôme, coiffé d'un bulbe, devait toujours abriter la fresque crémeuse de la coupole. Du moins, n'auront-ils pas fait appel à Chagall? Le monument se développait sur un écran de verdure qui fardait la pierre d'ocre et de rose. Julius flattait les murs d'une main de sculpteur. Cette densité l'enchantait. Il est des lieux que l'on retrouve comme un visage aimé, confia-t-il à Michel. On ne les voit pas, on ne saurait les juger. Venez, venez. Il entraîna vers la loggia de style toscan, qui regardait la mer. Le fit asseoir sur le carrelage en losange, jambes pendantes au-dessus de la toison d'un pain parasol. D'ici, on n'aperçoit que la baie d'un bleu délavé, puis le large qui tourne au violet. Ah. Si vous saviez comme je me suis souvent réfugié sous cette arcade. Je l'appelais mon coin d'Europe. Pourquoi ce besoin d'évasion? Michel ne nous a pas posé la question. Il écouta le peintre lui décrire les fastes de l'opéra. Tous les soirs, fiacres, calèches, équipages dévalaient la rue Pouchkine et la rue Catherine II et se bousculaient dans un nuage de poussière devant ce temple de l'éclectisme bourgeois. Les cochers s'interpellaient, les laquais surgissaient, raides comme des cartes à jouer. Les messieurs s'inclinaient à en perdre leur pince-nez. Les dames avançaient un pied chaussé d'étoiles.
et tout ce beau monde s'engouffrait lentement sous la voûte qui résonnait de rires feutrés, de murmures, de froufrous, de claquements de bottes. J'ai même vu quelques automobiles pétaradant au milieu des chevaux affolés. Car Odessa est morte sous anesthésie. Jusqu'au dernier jour, les gens se sont enivrés de fêtes, de bel canto, d'apparat. Une manière d'exorcisme. Monsieur, je m'excuse, les 3 heures sont écoulées. Le chauffeur demande où il peut vous déposer. Julius sursauta. Quoi? 1 heure de l'après-midi? Je n'ai pas eu une pensée pour le déjeuner? Depuis combien d'années le temps n'a-t-il pas été aussi discret? Jadis, quand je peignais, le temps s'évaporait. Jadis. Et maintenant, ces journées qu'il me faut aller, ma hâte de passer à table, je mange de plus en plus tôt. Mon soulagement à me rabattre sur quelques vernissages, paraître, boire un verre, 2, 3, parler et saisir l'impatience dans le regard des gens. Pourquoi ne pas finir à Odessa? Julius fut pris d'euphorie. Je louerai un atelier dans le centre. Je garderai Michel. Je n'aurai aucune difficulté. Un Julius Levson, cela ne se refuse pas. Je m'excuse, monsieur. Nous vous raccompagnons à l'hôtel? Oui, non, mais non. Laissez-nous rue Pochkine. Ce sera très bien. New Odessa, de Nancy Marcan et Anne-Marie de la Chapelle. Odessa, octobre 1881. Katia a 17 ans lorsqu'elle décide, pour fuir les pogroms et les sévices du régime tsariste, mais aussi un père veule, une belle-mère acariâtre et un mariage arrangé, d'embarquer secrètement avec son frère sur un cargo en partant vers l'Amérique. Toute petite déjà, après la mort de sa mère, elle rêvait en écoutant son grand-père, un vieux rabbin, parler du nouveau monde comme d'une terre promise. Il leur faudra près d'1 an et demi de travail et de souffrance pour atteindre enfin leur Eldorado de l'Oregon qu'ils baptisent New Odessa. Bêtes sauvages, méfiants des tribus indiennes, travail au champ, repas frugaux, horaires quasi militaires, doctrine de l'amour libre. Réussiront-ils à concrétiser leurs rêves? Katia, avec tout l'enthousiasme de ses 19 ans, veut y croire. Cette grande fresque romanesque retrace l'épisode historique méconnu d'une communauté utopiste ayant réellement existé aux États-Unis à la fin du siècle dernier. Katia vient de perdre sa mère, qui meurt en tombant, enceinte d'un prochain petit frère. Et là, il s'agit donc des obsèques de sa mère. Assise dans un coin du salon, ayant séché mes larmes, j'attendais qu'il se passât quelque chose. J'espérais encore me réveiller comme après un mauvais rêve, me retrouver avec maman et mon bel oiseau sur la plage. Elle me tendrait les bras en criant « Katiouchka !» et tout serait à nouveau comme avant. 1000 paillettes d'or. Les yeux de ma mère me fixaient dans ce coin du salon plongé dans la pénombre. On m'y oublia jusqu'au soir. Mon père vint m'embrasser avant d'éteindre la bougie près de mon lit. Il m'a paru lui aussi vieilli. Il me tapota la joue et s'en alla sans se retourner. Au moment où il refermait la porte de ma chambre, je le vis sortir un mouchoir de sa poche et s'essuyer les yeux. Je me levai aussitôt et courus l'embrasser. Tu as la peau qui pique. Il ne s'était pas rasé ce matin-là, pas plus que les jours suivants. Mon père n'était pas très pratiquant, mais ma grand-mère tenait à ce que les choses se fassent comme elles s'étaient toujours faites dans sa famille depuis la nuit des temps. Son fils n'y trouva rien à redire et la laissa faire. Ainsi, maman eut droit à des funérailles très convenables. Fourreur, Salomon Kaufmann avait très vite acquis la confiance de ses clientes et une réputation d'excellence aux yeux de tous. Le jour des funérailles, de nombreux commerçants de la rue Dolmitskaya avaient fermé boutique et beaucoup de monde suivit le cortège qui se dirigeait vers la synagogue près du cimetière. En cette occasion, la communauté juive tenait à être aux côtés de mon père. À pied, derrière le corbillard orné de couronnes, tiré par 4 chevaux avec plumée noire, nous avons traversé la Moldavanka et son faubourg. Les badauds nous regardaient passer dans ce quartier où, au moindre bruit, tout le monde observe ce qui se passe. De vieux juifs, aux lourdes barbes, se tenaient sur le pas de leur porte. Caressant un chat, une grosse femme à son balcon, en robe traditionnelle, noire, bordée d'or, image de la Sainte Russie, me fit un signe de la main. Les étals en plein vent, brillants de pommes vertes, de petits œufs très blancs, de tomates, de poivrons, donnaient un air de fête à ce quartier où dépassaient des toits d'ardoise, quelques coupoles dorées en oignons de tulipe. J'étais, en dépit de mon chagrin, fort intrigué par ce labyrinthe de ruelles, de passages, qui débouchaient sur un boulevard, une place,
ou un marché. Nous croisions des vendeuses de poireaux ou de graines de pastèque, des brocanteurs offrant des objets de peu de valeur, un matelas, des escabeaux, des balais. Rien en somme qui aurait pu séduire une petite fille. Bassia me traînait par la main sur les talons des quelques membres de la famille, entourant mon père, vieilli par une barbe de plusieurs jours, un pan de sa vieille redingote déchirée. Vêtus de noir, transpirant dans leurs habits, tous paraissaient plus écrasés par la chaleur et les mouches que par le deuil qui nous frappait. On passa le fossé de la douane, au-delà de la rue Staro-Porto-Franskoïkaïa. Le corbillard se fit plus qu'à autant. Il y avait des trous dans la chaussée, et les charrettes aux roues cerclées de fer faisaient un bruit épouvantable et nous étouffaient de poussière. Les maisons basses respiraient la misère. Les rues devenaient de plus en plus étroites, encombrées de mendiants qui s'approchaient et se pressaient contre nous. À notre passage, les voisins s'interpellaient dans une langue que je ne comprenais pas plus que celle de ma grand-mère, un drôle de mélange de russe, d'ukrainien, et cette fois, et de yiddish. Épuisé, les yeux levés vers le ciel, je regardais le linge claqué aux fenêtres, lécher les gouttières rongées par la rouille. Nous avancions lentement le long de la Sofiskaya, vers le cimetière du faubourg, dont on apercevait enfin les frondaisons qui ombrageaient les tombes. Le corbillard s'arrêta devant la synagogue. Mon père avait demandé que la cérémonie soit accompagnée de chœurs. Les hommes qui marchaient devant le cortège entonnèrent des chants avec des voix de castrat. Le cercueil fut déposé sur les marches, recouvert d'un drap noir décoré de petits glands argentés, sur lequel était brodé en fil d'argent un vers d'une prière pour les morts en hébreu. Les portes de la synagogue, grandes ouvertes, le service pouvait enfin commencer. Derrière nous s'étaient pressés des membres de la société des Juifs marchands autour de leur doyen, mon père. Ils ne manquaient pas d'allure et m'impressionnaient dans leurs redingotes noires au revers en soie et leurs bottes brillantes. J'en oubliais presque mon chagrin, tant ces messieurs me paraissaient importants. Après la cérémonie, il me restait à vivre le plus dur. Une courte marche en plein soleil, sur une route pleine d'ornières, bordée de petites maisons en terre battue et de terrains vagues, couverts de caillasses, nous mena au cimetière du faubourg, où nous attendait le trou béant d'une tombe en marbre rose. Deux fossoyeurs firent glisser le cercueil et déposèrent maman au fond du caveau, tandis que les chantres entonnèrent une fois encore le El Nolai Rakim, le chant des morts. Tante Rachel, qui n'avait pas quitté le bras de mon père depuis le début de la matinée, me lâcha un instant pour attraper le mien, histoire de m'empêcher de m'approcher trop près du trou. Ce n'est pas le moment de faire l'imbécile. Tu vas tomber, me semble-t-elle, en me tirant brutalement en arrière. Je restais interdite. Jamais on ne m'avait bousculé ainsi, et surtout par une étrangère. Elle me lâcha le bras pour retourner auprès de mon père. La première pelletée de terre heurta le bois verni avec un bruit sec avant d'éclater en poussière. Mon père faillit trébucher. J'aurais alors aimé me blottir contre lui. Mais Rachel lui tenait la main, lui tapotait l'épaule. Je me retournai sur un petit groupe de vieilles juives en coiffe qui sanglotaient près de la tombe. Je ne les avais jamais vues auparavant, mais elles me semblaient désespérées. Et je ne comprenais pas ce qui pouvait les mettre dans un état pareil, alors qu'au premier rang, nous semblions malheureux, certes, mais dignes, plongés dans nos prières. La vraie douleur serait pour plus tard. Chacun jeta sa poignée de terre, et quand le défilé fut terminé, la communauté se dispersa. J'avais très faim, et ce que j'avais vu préparer le matin pour le retour de l'enterrement, des lentilles, des œufs durs, ne m'avait pas paru appétissant. Assise à l'ombre des marronniers qui donnaient un peu de fraîcheur à cet endroit sinistre, je ruminais en attendant le fiacre qui nous ramènerait à la maison. Juste au-dessus de ma tête, sur le mur d'enceinte du cimetière, se balançaient les jambes des curieux qui, à Califourchon, avaient assisté à la mise en terre. Bassia avait préparé un repas sans viande, qui fut vite avalé, avant que commencent les visites, courtes mais répétées. Elles s'échelonnèrent pendant les 3 premiers jours de la semaine de prière, une semaine entre parenthèses, rythmée par ces bouts de tissu que chaque jour Bassia découpait du côté gauche au bas de ma chemise et du côté droit sur la redingote de mon père. Lui-même ne se lavait plus et ressemblait, avec sa barbe de plus en plus épaisse, à un clochard. Je terminerai par le synopsis du film Odessa, Odessa de Michale Boganim.
À travers les histoires de différents personnages qui nous emmènent à Odessa, New York et Israël, le film évoque l'exil et l'errant d'une communauté particulière, les Juifs d'Odessa. La lecture des contes d'Odessa d'Isaac Babel m'a mise sur le chemin de ce film. Puis, le voyage que j'ai entrepris sur les lieux m'a amené à rencontrer des personnages qui avaient le même humour, la même exubérance, les mêmes expressions, les mêmes gestes que ceux évoqués dans ces contes. J'ai eu cette étrange impression d'être assise sur le même banc qu'Isaac Babel, mais dans une ville altérée par le temps. L'Odessa d'Isaac Babel, le quartier appelé Moldavanka, est aujourd'hui déserté, laissant un fort sentiment d'abandon et de vide. La vitalité d'Odessa telle qu'elle est décrite chez Isaac Babel, nous la retrouvons dans Little Odessa, à New York, et Ashdod, des lieux créés de toutes pièces, un Odessa qui n'existe plus. Le film s'architecture autour d'une ville, d'un lieu, mais d'arrivées en départ, d'illusions en désillusions, cette ville devient, au fil du film, un personnage fictionnel, une icône, des cartes postales que l'on accroche compulsivement sur les murs, une musique que l'on ressasse sans fin, jusqu'à saturation, jusqu'à l'excès. Odessa, c'est le fil rouge, mais le film est davantage une réflexion sur le sentiment d'exil, l'attachement charnel que l'on peut avoir à la terre de son enfance. Un des personnages dit « Un toast pour Odessa Mama, parce qu'il n'y a pas de meilleure mère. » Odessa Mama, c'est la mère. Brighton Papa, c'est le pays d'adoption, New York. Odessa fait partie de ces lieux aux noms incantatoires, ville mythique qui fut, entre autres, le berceau de la culture yiddish, un de ces lieux que l'on porte en soi bien avant de s'y être rendu, un peu comme Alexandrie ou Constantinople. Mais Odessa n'est pas le seul mythe de ce film. L'Amérique comme nouvel Eldorado et Israël, nom mythique de la terre promise, sont deux autres pôles du film. À la fin, le paradis perdu n'est pas forcément Odessa, mais peut-être aussi l'Amérique ou Israël. C'est certainement cette phrase de Paul Celan, « Dans l'air demeurent tes racines, là, dans l'air », qui m'a donné l'idée d'aller à Odessa à la recherche de traces. Et puis, je me suis aperçu que rien n'était réellement tangible, que les traces étaient peut-être ailleurs. Il y a eu au départ une volonté de filmer un monde qui disparaissait, mais plus tard, j'ai compris que les exilés odessites vivant à Brighton Beach ou à Ashdod sont eux aussi les dernières générations. Les hommes que j'ai filmés sont les derniers hommes. 3 couleurs sur le même thème. L'exil qui se rejoue à chaque fois. Bleu-gris pour Odessa, que Pouchkine avait nommé la ville poussiéreuse. Rouille pour Little Odessa, enclave située entre 2 stations de métro et la litanie sonore du train qui rappelle sans cesse les départs et les arrivées. Brique, c'est aussi la couleur des immeubles de Brighton Beach. Blanc, surexposé à Ashdod, ville champignon, aux abords du désert. La lumière et la chaleur écrasante sont autant d'éléments hostiles pour des gens qui arrivent tout droit d'Odessa. À travers l'histoire des personnages, ce sont les histoires de 3 grandes désillusions. À Odessa, les escaliers du cuirassé Potemkin représentent la fin d'une époque. Aux États-Unis, les Russes sont attirés par des légendes, celles d'un pays où l'argent pousse dans les arbres, où la grande idée de la Constitution est symbolisée par la statue de la liberté. En Israël, l'illusion est encore plus forte, symbolisée par le portrait d'Herzl affiché à la sortie du bureau d'immigration. Les Odessites ont quitté leur ville pour gagner un pays, mais à Ashdod, ils sont avalés par le désert. Le mal du pays. Ce film est traversé par l'absence. La mélancolie s'y traduit par l'incapacité des personnages à s'ancrer dans le lieu dans lequel ils sont projetés. Ils entretiennent un rapport fictionnel avec leur passé, mais aussi avec leur présent. Ils vivent un paradoxe. Aux États-Unis, ils habitent Little Odessa, un quartier de Brooklyn, où le russe s'affiche à toutes les devantures. On est directement plongé dans un univers singulier, un Odessa qui n'existe plus. Les vieilles d'Odessa, elles, vivent un exil temporel. Elles sont comme sans attache avec leur ville, parce qu'elles vivent dans un passé révolu et dans la volonté d'être ailleurs, de suivre ceux qui sont partis. Pourtant, elles ne partiront pas, trop attachées à leur mémoire et à leurs souvenirs. La femme d'Odessa nous dit à la fin, « Nous croyons que nous sommes en esclavage. Non, non, nous sommes en exil. » Qu'est-ce que l'exil?
c'est d'être loin de notre terre. Mais quelle terre? Odessa, New York ou Israël? Tout reste en suspens parce qu'il y a dans ce film de lieu pour personne. Tout cherche un ailleurs inaccessible, irréel. Cela me fait penser à cette vieille histoire juive. Un homme d'Odessa veut s'exiler et demande au bureau d'immigration la carte des États-Unis. Il la regarde, l'ausculte et s'interroge. Puis finalement, peu convaincu, il revient. Pouvez-vous me donner la carte d'Israël? Il la regarde, l'ausculte, s'interroge, mais toujours aussi peu convaincu, il demande le globe terrestre. Après quelques instants, et toujours aussi insatisfait, vous n'auriez pas un autre globe? Le même personnage nous livre une définition de ce que l'on appelle la nostalgie. Certains disent qu'il faut que je retourne dans mon pays, mais ce sentiment me passera. Cela me passera peut-être, mais peut-être pas. L'exil, c'est plus qu'une blessure, c'est un mode d'être permanent, indélébile, inéluctable. Terre promise. Même si Israël existe en tant que nation, cela ne met pas fin au sentiment d'exil. Les Russes se sentent un peu étrangers en Israël et, paradoxalement, ils y sont plus russes qu'ils ne l'étaient à Odessa. Un des personnages dit « Nous étions juifs à Odessa, nous sommes russes en Israël et nos enfants seront israéliens. » Certains parlent du Messie, d'autres d'amour perdu qu'ils espèrent retrouver sur une autre terre. Tous attendent une sorte de rédemption. Ils sont les naufragés de leurs propres illusions. L'attente d'une terre promise continue d'une rive à l'autre. Ceux d'Israël veulent aller en Amérique ou retourner à Odessa, quand ceux d'Odessa ne rêvent que d'en partir. Le voyage ne s'arrête jamais. Merci. Avant de donner la parole à nos invités, de signaler que Odessa est tout de même l'une des rares villes au monde qui a un musée de la littérature. Et ce musée de la littérature répertorie jusqu'à 300 auteurs qui ont forcément un rapport avec Odessa et qui ont écrit d'une façon ou d'une autre sur Odessa. Quand j'ai écrit mon travail de recherche sur les Juifs d'Odessa, j'ai moi-même, dans ma bibliographie, pris connaissance de soit à peu près 100 ouvrages sur de différents auteurs, autant des récits de voyage que enfin tout des textes les plus variés qui soient, et parce qu'Odessa en fait génère l'écriture depuis sa fondation, déjà avec les premiers récits de voyage. Donc on peut trouver beaucoup d'éléments. Voilà, elle a été aussi honorée par l'UNESCO qui l'a inscrite sur les listes de ces villes les plus créatives du point de vue de la littérature. Voilà, encore merci infiniment Guy, et je vais... Alors, qui veut prendre la parole? Quelque chose, j'ai trouvé quelque chose d'assez curieux dans le livre New Odessa concernant l'enterrement, les funérailles de la mère de la gamine, de Katia, parce que il y a d'une part, il est dit soi-disant, enfin on comprend que l'enterrement a été fait pratiquement une semaine après la mort, et deuxièmement, le convoi comporterait des couronnes de fleurs, deux choses qui me semblent curieuses dans la religion juive. Alors Irène, parfait. Merci de reprendre la parole avec le micro. Voilà. Oui, moi je suis, par ma famille maternelle, descendante d'Odessites. Et ce que je n'arrive pas à bien comprendre, est-ce qu'il y avait eu, je sais qu'il y a eu des grands pogroms à Kishinev, en Ukraine généralement, est-ce qu'il y a eu des pogroms en dehors de ceux perpétrés par les nazis, disons, à Odessa? Est-ce que les Juifs d'Odessa vivaient à peu près tranquillement? Oui, tout à fait. Il y a le pogrom de Kishinev
est particulièrement connu parce qu'en fait, il a été aussi, il a fait aussi l'objet d'un magnifique poème de Chaim Narman Bialik sur les massacres. Mais il y a eu toute une série de... Alors, Odessa était particulièrement à l'abri parce qu'en fait, elle était... il y avait une tolérance religieuse. C'est-à-dire que là, au démarrage, Catherine II, pour pouvoir peupler cette zone désertique, comme je disais tout à l'heure, a fait appel à une population qui voudrait bien venir s'installer, en l'occurrence les Juifs. Et en contrepartie, ils pouvaient exercer leur judaïsme en toute liberté. Mais au fur et à mesure du temps, les problèmes économiques aidant, la mauvaise gestion de la Russie, la guerre russo-japonaise a fait que les Juifs sont redevenus des boucs émissaires pour expliquer les problèmes auxquels le gouvernement était confronté. Donc, il y a eu l'apothéose, si on peut appeler ça comme ça, en 1905 avec le pogrom de 1905. Mais il y en a eu au cours du 19e siècle, de façon beaucoup plus rare que dans le reste de l'Empire, mais il y en a eu. Tout à fait. Et là, j'ai appris aussi très récemment, parce que je cherche moi-même pourquoi mon arrière-grand-mère est partie en 1901, qui n'est pas répertoriée comme une date à laquelle sont connus des pogroms. J'ai fini par apprendre qu'en fait, il y avait eu effectivement des pogroms à ce moment-là, mais peut-être moins connus, sachant qu'il y a eu aussi une obligation des Juifs de se déplacer à l'intérieur du territoire parce qu'il n'était plus, comment dire, en fait, oui, il y a eu effectivement un certain nombre de pogroms et tous n'ont pas été répertoriés. En fait, le principal est celui de 1905 qui a mais les vagues d'émigration ont démarré à partir de 1882 et ont commencé à diminuer à partir de 1905 pour reprendre ensuite. Voilà, mais c'est tout un... mais Odessa, qui était une île, une protection pour les Juifs, est devenue aussi... la communauté a été menacée aussi, particulièrement à la fin du siècle. Oui, parce que moi, je sais que la famille de mon grand-père, que je n'ai jamais connue, parce qu'il est mort du typhus, je crois, en 1919, etc. Et je sais par ma grand-mère qui me racontait un peu de sa vie, que pour elle, le monstre à l'époque, c'était quand même les bolcheviks. Voilà. Oui, mais je pense que... sorti de Russie en 1921, enfin, dans des conditions très difficiles, et ça l'a marqué, et au point que d'ailleurs ça a failli être fatal parce que elle ne pouvait pas s'imaginer, après se retrouvant à Paris en 1940, lorsque Pétain, après ce que vous savez, que les Allemands pouvaient être pires encore que les Soviétiques. Ah oui, mais pas en la matière, effectivement. Mais je pense que peut-être Ada, bonsoir Ada, merci d'être là. Est-ce que tu peux peut-être parler de le micro? Est-ce que tu peux mettre le micro? Alors, de mettre un petit peu de lumière avant de mettre le micro. Voilà, bonsoir Ada. Bonsoir Isabelle, c'est bon là? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux répondre à la question d'Irène à propos des pogroms? Vraiment, je ne suis pas une grande spécialiste, mais d'après mes souvenirs, quand même, les premiers pogroms à Odessa, il y en avait déjà au 18e, et ils étaient souvent provoqués par une sorte d'animosité entre les Juifs et les Grecs.
Tout à fait. Oui, mais excuse-moi de te couper, Ada, c'était à propos des bolcheviks plus tard. Revenir sur les années 1920, etc. Est-ce que vraiment il y avait du temps des bolcheviks, là, il n'y aura pas de pogrom spécifique. Je vais dire que on peut avoir les gens qui étaient arrêtés, qui étaient fusillés, mais pas des pogroms. En fait, il y a eu toutes les occasions étaient quand même attrapées pour créer des massacres. Oui, mais là, je ne dirais pas que c'était des pogroms, parce que ça pouvait… parce que si c'était les bolcheviks, ils allaient attaquer beaucoup plus les nobles, vraiment les gens qui possédaient quelques biens. Et si les juifs étaient dans les lots, ben là, évidemment, ils pouvaient être victimes de ces exactions. Mais, double peine. Voilà, une sorte de double peine, mais ce n'était pas le pogrom au sens, comment dire, classique. Oui, non, c'était pas des pogroms, c'était pas effectivement. C'était des persécutions. C'est-à-dire que, bon, mon grand-père, si j'ai bien compris, c'était un juif du tsar, puisqu'il était haut fonctionnaire. Ben voilà. Et donc, bon, il y a les bolcheviks sont rentrés un jour dans sa maison, que je suis allée visiter d'ailleurs il y a quelques années, et ils voulaient tuer mon grand-père, ils ont tué les frères de ma grand-mère. Ils ont dit, ah, tiens, on s'est trompé. Mais c'était pas effectivement spécifiquement anti-juif. Ce n'était pas d'autant plus, il faut aussi reconnaître que parmi les gens de la Tchéka à l'époque, il y avait aussi des juifs. Bien sûr. Oui, donc, ça ne peut pas rentrer dans la catégorie du pogrom. Là, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une série d'articles sur la Russie et les échecs, et je suis tombée sur l'histoire du champion du monde à Lurkin, qui ensuite est venu en France, et il est resté plusieurs mois à Odessa, où il était arrêté, parce que tout simplement, il était, comme vous avez dit tout à l'heure, c'était un noble. Son père avait un poste autrefois assez important, et voilà, ils ont failli les fusiller, mais tout simplement parce qu'il faisait partie de la noblesse. Vous voyez? Donc. Oui, non, il n'y avait pas un antisémitisme. Enfin, au départ, il n'y avait pas un antisémitisme violent. Après, on ne peut pas dire que Staline ait fait des cadeaux non plus. Mais enfin, voilà. Mais ce n'était pas la même chose. Je suis d'accord que c'était pas de plus vraiment le réflexe de classe, comme disait, la lutte des classes. De nationalité. Hein, donc, moi, je dirais ça plutôt. Mais on a perpétré de telles horreurs à l'époque. Ah, les horreurs, là, ça c'est autre chose. C'est-à-dire que ma grand-mère ne pensait pas qu'il y ait pire que ça. Voilà. C'est-à-dire, ça pouvait être encore plus expéditif parce que on a d'autres histoires, enfin des pogroms où quand même les voisins russes cachaient les juifs, etc. Voilà. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Isabelle. Ada, oui. Je voulais ajouter à propos des pogroms aussi que j'ai lu, parce que je me suis, en écrivant sur les Juifs d'Odessa, je me suis donc beaucoup inspirée de la littérature. Et en l'occurrence, on n'y pense pas de façon spontanée à Joseph Joffo, qui a écrit, voilà, il a écrit Anna et son orchestre, qui est sur l'histoire de sa mère, et qui effectivement dit que dans tout début de 1900, à Ekatérinoslav, on entendait déjà des rumeurs de pogroms, et que ça arrivait, ça avait contaminé toute la région environnante. Donc en fait, il n'y a pas, ça n'est pas aussi strictement défini les localités où ont eu des pogroms. Il y en avait, voilà, il y avait une contamination dans les shtetl environnants,
et qui a poussé les populations à partir. Absolument. Mais il faut quand même aussi se dire une chose, que c'est à Odessa où il y avait les Juifs qui ont organisé les sections d'autodéfense. Oui, Donc, avec il y avait aussi un moment où, avant d'attaquer les Juifs, on s'est posé la question parce qu'il y a certains, c'est grâce à Jabotinsky, entre autres, qui a eu cette idée, hein, et ils étaient quand même carrément armés. Il a pu le mettre à un niveau relativement. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que pratiquement en même temps, il y avait enfin, à la même époque, les pogroms de Kishinev, il y avait aussi quand même un Odessa, mais celui de Kishinev était beaucoup plus meurtrier parce que à Odessa, il y avait quand même les sections d'autodéfense juives. Oui, et d'ailleurs, Jabotinsky se réunissait dans les quartiers de la Moldavanka, voilà, avec des amis prêts à lutter pour cette même cause. Et on dit d'ailleurs que ce sont aussi les inventeurs du Krav Maga, cette lutte corps à corps qu'on enseigne aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi, bon, ce n'est sûrement pas Odessa où oui, enfin, il y avait des programmes. Il suffit de voir, par exemple, chez Babel, quand même. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai aussi que les Juifs d'Odessa étaient arrivaient à s'organiser peut-être mieux que dans les autres endroits. Oui, peut-être, mais ça n'en. Alors, c'était aussi la porte de l'exil. Hein. C'était comme il y avait ouverture sur l'Internet, il y avait la possibilité de partir de façon comment dire, plus facile. C'est peut-être pas un bon mot, mais parce qu'il fallait quand même aussi trouver l'argent pour pouvoir trouver. Oui, mais il y avait la possibilité de partir parce qu'il y avait des structures, il y avait les gens qui s'en occupaient, ils étaient pratiquement sur place. Voilà. Parce que oui, tout à fait. Parce qu'on partait de cet endroit-là. Et alors, je voulais aussi ajouter, Guy nous a fait aussi une très belle lecture sur le livre qui s'appelle New Odessa. Et pourquoi New Odessa? Parce qu'en fait, c'est une colonie qui a été, c'est une importation utopique d'Odessa en Amérique du Nord. Et ils ont essayé de refaire, de transplanter cette utopie, parce que c'est une utopie à l'origine, Odessa, mais bon, elle n'a pas prise. Voilà, et c'est pas la seule, parce qu'il y a aussi eu au Texas des expériences de ce type-là. Et en fait, ce qui est intéressant, quand on parle de pogrom aussi, c'est de voir qu'il y a eu un exil, mais que cet exil, et là, c'est Guy qui a fermé sa séance de lecture par Odessa de Michal Bulganin, cette espèce d'éternité de l'Odessite. Et il y a d'ailleurs une association, tu me rappelleras le nom, il m'échappe, Ada, le club des Odessites. Oui, c'est Myrne. C'est lui qui était organisé par Jvanetsky. Oui, voilà, exactement. C'est Myrne. Voilà, le club mondial des Odessites, dont la devise est Odessites de tous les pays. Unissez-vous. Voilà, et il y a à l'image des acacias des grandes artères de la ville, l'acacia étant le symbole aussi de l'éternité, eh bien l'Odessite est un personnage éternel qui semble ne jamais s'adapter. Enfin, il s'adapte mais jamais ne s'assimile et il continue sa course. Voilà pourquoi aujourd'hui on trouve encore une littérature qui parle de cette histoire-là. Voilà, comme si c'est assez intéressant. Moi, ça a commencé à m'occuper sérieusement il y a une quinzaine d'années. Et plus j'avance, et plus j'ai l'impression d'avoir un puits sans fond, et plus je me dis qu'il y a sans fond. Sans fond. C'est sans fond. Et c'est extraordinaire parce que ça, au fond, ça parle tellement d'universel que c'est un
un enrichissement quotidien. Je vais te poser une question. Voilà, donc si quelqu'un d'entre vous, quelqu'une… Isabelle, Oui, vous avez une question? oui, bien sûr, Guy. Merci. Dans le livre New Odessa, est-ce que cette formule d'essayer de créer dans un truc qui n'a pas marché, mais enfin qui avait une idée assez originale, de créer ça en Amérique du Nord, est-ce que c'était pas une, une espèce de kibbutz? Oui, ben oui, absolument. Oui, 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 dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est ça. On prend un petit truc qui n'allait pas, mais c'était quand même une. Moi, j'ai beaucoup pensé à l'équivalent d'un kibbutz. C'est ça, une société idéale. Voilà, c'est ça. Une société idéale, absolument. Et alors, bien évidemment, l'humain reprend souvent, alors plus ou moins rapidement, le dessus, et les luttes intestines, les égos font que le projet a du mal à aboutir. C'est pour ça qu'on n'est toujours pas en paix, qu'on est en attente du Messie. mais c'est vrai, mais c'est absolument ça. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, Guy, dans le choix, parce que Guy je voulais tout de même souligner que le choix, j'ai vraiment laissé Guy choisir. Ce n'est pas forcément sa culture. Je pense qu'il a pris goût. Notre rencontre lui a donné le goût, et le goût d'Odessa, justement, comme dit Sandrine Trainer, et son choix a été très judicieux, et ça m'a permis aussi, moi, de poursuivre mes connaissances, parce que je ne connaissais pas particulièrement le livre d'Anne Leutsch, Les couleurs d'Odessa, qui parle de la naissance d'un artiste peintre. Et j'y ai retrouvé, je ne sais pas si vous avez lu un petit peu le terrain comment il s'appelle, excusez-moi, Shalomash, non, pas Shalomash, non, c'est Chaim Potok, pardon. Chaim Potok avec Je m'appelle Asherlev. J'ai l'impression que c'est un petit peu un artiste juif comme ça. Alors, il fait pas, celui d'Anne Leutsch ne fait pas partie du milieu chassidique, mais plutôt de la Moldavanka et plutôt classique. Mais il y a aussi cette naissance de l'artiste qui m'émeut et qui m'intéresse beaucoup. C'est un processus initiatique absolument extraordinaire et très intéressant. Voilà, donc je vous le conseille, et le titre est bien dit, Les couleurs d'Odessa, c'est exactement ça. Et rajouter juste une petite chose, c'est que tous ces quelques ouvrages, je les ai lus, et ce serait avec plaisir que je les offrirai aux amis d'Odessa, à l'association. Comme ça, ils pourront être lus par n'importe qui serait intéressé. La synagogue dont tu parlais, Guy, tout à l'heure aussi dans tes lectures, je crois que c'est, je ne sais plus de quel ouvrage il s'agissait, c'est la synagogue Brody. Et la synagogue Brody est la synagogue principale d'Odessa, qui a été édifiée par des juifs de Brody, de Galicie, les Galicieneurs, qui étaient réputés pour être très émancipés, et qui sont arrivés à Odessa pour faire commerce de blé, et qui ont inspiré leurs coreligionnaires en leur disant qu'il fallait qu'ils abandonnent leurs habits d'infortune et qu'ils se mettent à la modernité. Donc, Monsieur Boutry, une question peut-être? Oui, avez-vous pu contacter les auteurs des livres là, qui viennent dessus? Parce que pendant que vous les lisiez, moi je regardais sur Internet tous les auteurs, qui ils étaient. Peut-être à part Anne Leutsch, apparemment, tous les autres avaient des origines ukrainiennes d'une manière ou d'une autre. J'ai regardé sur Internet. Hein. Oui. Pendant que vous lisiez. À part Anne Leutsch, peut-être. Mais les autres, apparemment, sont tous des origines. Pour une racine, c'est par sa mère et sa grand-mère, etc. Oui. Tous, oui. Donc, c'est intéressant de contacter, qu'apparemment, tous doivent être vivants, je pense. Oui, s'il y a une occasion pour vous de les rencontrer, non par mail ou par autre chose, je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Absolument. Bruno Racine, j'ai essayé de le contacter, mais c'est un monsieur qui est très occupé. Par contre, je vois, c'est charmant. Il est très intéressé. On correspond de façon régulière. Mais il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, je disais tout à l'heure, le décite est éternel, comme l'acacia.
c'est qu'en fait, les descendants restent attachés. Donc, il y a une jeune, la génération de jeunes hommes et de jeunes femmes qui continuent aussi l'aventure. Voilà. Et je suis en contact avec eux parce que, en fait, je me suis aussi rendu compte en échangeant que cette génération, donc les 30, on va dire des trentenaires, sont dans une dynamique de reprise de parole. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas vraiment dit, on ne leur a pas vraiment expliqué, mais ils ont envie de savoir, comme si le désir, cette nécessité de savoir, c'est commencé vraiment à s'imposer. Je pensais que c'était plutôt des personnes de ma génération, mais en fait, ce sont oui des personnes de ma génération, mais ce sont aussi les suivants. Les suivants. Et ça, c'est tout à fait intéressant du point de vue du travail de mémoire. Voilà, donc je ne manque pas de les contacter. Alors, un dernier ouvrage qui vient de sortir, c'est celui de Camille de Toledo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, grâce à Eva, voilà, le fantôme d'Odessa. Voilà, j'ai appris, j'ai écouté sur France Culture il y a peut-être 15 jours maintenant une émission où il présentait cet ouvrage qui s'appelle effectivement Le fantôme d'Odessa. Il s'agit d'un ouvrage sous forme de bande dessinée, je dirais, et c'est très intéressant. C'est fait par, les dessins sont faits par un auteur russe dont le nom m'échappe maintenant, et Camille de Toledo, qui est une personnalité de la littérature et qui a écrit plusieurs livres, qui vit à Berlin, s'est occupé du texte qui a été ajouté à cet ouvrage, où il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas spécialiste de Babel, mais j'ai appris beaucoup de choses, et il a conçu cet ouvrage. Le titre Fantôme vient du fait qu'il a conçu cet ouvrage comme il a pensé à la lettre qu'aurait écrit Babel de la prison, enfin avant d'être assassiné, à sa fille Nathalie, je crois, ou je sais, Nathalie ou Nadine, pardon pour mon Alzheimer, qu'il a écrit à sa fille qui était à l'époque, qui vivait avec sa mère à Paris. Donc c'est un peu imaginé, mais c'est basé sur les faits réels et c'est très joliment présenté. Et je vous recommande vraiment cet ouvrage parce que je trouve qu'il est riche, il permet de voir à quel point c'est important de vivre avec les morts, enfin de ne pas les oublier, et alors que le personnage d'Isaac Babel est quelqu'un de très connu, mais je pense qu'on n'en connaît jamais assez et que je vous le recommande vraiment parce il vient de sortir. Pardon? Sur l'Acadème, il y avait toute une Absolument, émission qui est consacrée à ce livre. Absolument, absolument. Oui. Je l'ai vu aujourd'hui aussi. Mais oui. C'est assez passionnant. C'est vraiment joli à consulter, bien présenté, touchant. Enfin, je vous le recommande. Et puis le fait de ne pas le faire sous forme de livre, de l'écriture continue, mais de le faire, de mélanger, tu vois, la BD, enfin, une très belle qualité de dessin par un soviétique, donc il sait de quoi il parle. Il a réussi à travers les couleurs noires et les couleurs et les vraies couleurs pour Isaac Babel, il a réussi à rendre passé, présent, enfin, c'est assez intéressant. C'est vraiment très, très… Oui. Il y a aussi sous la forme de bande dessinée, c'est Johann Swar qui a écrit aussi Klezmer, et qui est consacré aussi à Odessa. À la fin de sa bande dessinée, il écrit Carnet d'Odessa et toutes les émotions qu'il peut ressentir parce que lui, une partie, il est à moitié séfarade et l'autre partie ashkénaze. Et il s'exprime tout à fait librement avec le verbe qu'on lui connaît. Oui. Chat du rabbin. Voilà, et celui de Chat du rabbin, et c'est tout à fait aussi intéressant. Oui. Donc on sait qu'il y a
C'est fou, mais il y a quand même un point commun entre aussi toutes ces œuvres littéraires, c'est qu'on ressent énormément d'émotions Peut-être l'exemple le plus frappant est celui de Jabotinsky avec les 5, où il écrit des phrases d'une nostalgie et d'un amour d'Odessa que je pense que les plus belles lignes, chez Jabotinsky. Et pourtant, Jabotinsky n'apparaît pas comme une personne a priori d'une sensibilité exacerbée. Voilà. Et donc, c'est très étonnant aussi ce que cette ville peut arriver à générer chez les uns et les autres. Surtout qu'il l'écrit quand même déjà assez tard, hein, pratiquement. Quand il n'a pas vu la ville depuis une bonne vingtaine d'années. Vraiment, on sent qu'il est fasciné. Oui. Il y a une sorte de fascination chez lui pour Odessa. Et d'ailleurs, ça lui était égal de ne pas aller en Russie après la Révolution, mais n'est pas aller à Odessa. On sent que vraiment, ça lui déchire le cœur, cette idée qu'il ne pourra plus revoir la ville. Vraiment, il a du mal à l'admettre, vraiment. Oui, mais je pense qu'on fait l'exil c'est quelque chose de profondément douloureux, et j'ai l'impression que l'exil odessite est encore plus voilà, prégnant. Oui, parce que vraiment, on en pleure presque quand on lit, c'est qu'il on sent sa souffrance. D'ailleurs, j'avais le travail de recherche, j'avais commencé à travailler sur la problématique du caractère un peu exceptionnel de la nostalgie des Juifs d'Odessa. Mais ce n'est pas un objet scientifique, une nostalgie. C'est un petit peu difficile à mettre au point. Et donc, j'ai plutôt parlé de ce vieux rêve intime, parce qu'au fond, c'est ça aussi. Il y a quelque chose de très psychanalytique dans cet amour d'Odessa et dans cette nostalgie de ce vieux rêve intime qui nous habite qui habite tous ceux qui en viennent. C'est une vieille ville et puis très particulière. C'est peut-être pour ça que tout le monde c'est pas un pays, Odessa, c'est une ville, donc c'est pour ça que c'est une vraie ville. Donc, oui, c'était un univers. Oui, mais oui, voilà, j'ajouterais, c'est plus qu'une ville, Viada, c'est un univers. Voilà. C'est un univers et c'est un monde à part. En fait, c'est un monde à part et qui a toujours et qui continue à être un monde à part. Et quand je suis allée à Odessa, je ne sais plus qui c'était exactement, qui s'est jeté dans mes bras en disant si vous aimez Odessa, même si vous n'êtes pas d'Odessa, on s'embrasse et on ne se lâche plus. Parce que c'est ce qui scelle en fait cette union, c'est cet amour en commun. Et après, il y a effectivement une sorte d'alchimie. Alors, il y a toujours des détracteurs pour dire que Odessa, c'est fini, Odessa, c'est pourri par la mafia, Odessa, c'est ceci, Odessa, c'est cela. Et c'est comme me disait mon maître en yiddish, qui est Yitzhak Liborski, que quelques-uns connaissent ici. Il me disait, tu sais, Isabelle, le yiddish, on n'arrête pas de dire qu'il meurt et il n'arrête pas de renaître. Donc, voilà, il y a des choses comme ça. Il y a des épisodes qui n'auront peut-être jamais de point final. Je ne suis pas d'origine Odessa, mais juif polonais, donc mes parents et mes oncles m'ont transmis la haine des Polonais. Donc, il n'y a pas cet amour comme vous avez. Mais j'adore vous entendre parler. Le week-end dernier, j'étais chez des amis sfarades, oranais, d'Oran. Oui. Ils parlent d'Oran et de la vie à Oran et de tout ce qui se passe à Oran avec le même amour, avec la même passion, avec la même tendresse dont vous parlez d'Odessa.
Alors moi, je ne le connais pas par rapport à la Pologne, mais l'exil et la façon dont ils parlent de rang, on croirait qu'ils sont partis hier. Or, c'était en 1960. Tout à fait. Ada, voilà. Non, mais ce que je disais, c'est que comment dire, bon, je suis très très fière parce qu'effectivement j'ai ma grand-mère maternelle qui est née à Odessa et ma mère a passé son enfance et sa jeunesse à Odessa parce qu'elle avait de la famille. Mais je dirais que dans chaque ville comme ça un peu emblématique, on a les mêmes. Par exemple, mon père qui est né à Lvov, Lemberg, franchement, il considérait toujours que c'était la plus belle ville au monde. Hein, ça se discute même pas. Hein. Mais je pense quand même que ce qu'il y a de particulier à Odessa, si on compare avec les autres villes, moi j'aime beaucoup Lvov, c'est vraiment une ville splendide, c'est qu'il y a un héritage littéraire absolument incomparable. Je vais dire que pour ça, évidemment, il faut parler, il faut lire le russe, mais enfin, la plupart, enfin, beaucoup de ces auteurs sont traduits quand même, mais ce sont vraiment, je pense que c'est là où nous avons cette grande différence entre les autres villes où il y avait des grandes communautés juives, c'est que l'héritage littéraire, il est vraiment incomparable. Même dans une ville comme Varsovie, hein, où il y avait vraiment beaucoup de juifs, il y avait une vie culturelle qui était foisonnante pendant des siècles pratiquement. Je ne pense pas qu'on trouverait autant des personnalités marquantes dans la littérature. Il y a les singers au moins. Oui, mais de côté, bon, je vous dirais, il y a Babel. Vous voyez, bon, on ne va pas. Mais le problème, c'est que. Attention, hein. Attention. Attention. Non, mais le problème, c'est qu'à Odessa, en plus, ça va presque par des écoles littéraires. Vous voyez. Oui, et le musée de la littérature, je disais tout à l'heure, a recentré. Tu l'as dit. Et oui. Voilà, et renferme 300 auteurs. C'est absolument énorme pour une ville qui a aujourd'hui 1 million d'habitants. Voilà. Qui n'avait pas cette population, hauteur de population. Donc, et en plus, c'est évidemment surtout là en russe, mais pas seulement. Vous avez quand même les grands écrivains yiddish oui. et qui ont séjourné et qui ont écrit et qui donc c'est quand même, je dirais, et même en hébreu, hein, comme les poètes. Oui, il y avait aussi une presse absolument extraordinaire oui. Dans toutes les langues et en yiddish, en russe, en hébreu. En russe aussi. Il y avait profusion, c'est pour ça que tous étaient attachés à cette. Par exemple, bon, quand je travaillais sur mon article sur Jabotinsky, ben, je trouvais que c'est la presse, enfin, dans la presse régionale russe, les tirages les plus élevés étaient pour les journaux d'Odessa. Vous voyez ? Oui. Donc, ça prouve déjà une sorte une ville où les courants passent, où les gens sont informés. Donc, c'est très significatif. Hein, parce que même dans la capitale, ça serait Kiev, par exemple, la presse locale était moins foisonnante qu'à Odessa. Oui. Et puis, il faut lire aussi les pages consacrées par Shalom Aleichem sur Odessa ou Mandele Morer-Skory. Voilà ce que je dis, ce n'est pas seulement en russe. Exactement. On pense toujours à Babel, effectivement, mais parce que c'est peut-être celui qui, entre guillemets, s'est exporté le plus. Oui. Mais des auteurs en yiddish. Je ne sais pas, comme Kartaïev, comme. Oui, il y a Ilf et Petrov. Ilf et Petrov, absolument. Voilà, mais on vous fera découvrir si ça vous. Si ça vous tente, on vous fera découvrir d'autres lignes.
Alors, il y a notre ami Guy. Qui nous quitte. Qui nous quitte. Guy, j'aurais aimé te saluer. Tu vas marquer la fin de ce aussi. On va te remercier infiniment de toute cette... C'est tout de m'avoir écouté et bien sûr, Isabelle, à toi de m'avoir invité. Non, mais aussi d'avoir que j'ai réussi aussi à te convaincre de la beauté d'Odessa. Ça aussi, c'est une grande victoire. Est-ce que les Odessites sont aussi belles que leur ville? Tu viendras à Odessa avec moi au printemps prochain et tu auras l'occasion de juger sur vos yeux. D'accord. Voilà. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Merci beaucoup.